Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de votre rendez-vous du jeudi, Ligne de mire. Dans l'émission de ce soir, deux principales thématiques. La première sera consacrée à l'actualité qui prévaut au Gabon depuis quelques jours, relative à la poursuite de la lutte contre la corruption et cette vague d'arrestation du maire de la capitale gabonaise et certains de ses collaborateurs, mais également des anciens directeurs généraux de la marine marchande dans le premier tiroir de notre émission. On va revenir sur cette vague d'arrestations, sur la volonté manifeste affichée par les pouvoirs publics de donner les gages d'une meilleure gestion de la chose publique pour davantage raffermir ses relations avec les bailleurs de fonds internationaux, mais également pouvoir relancer de façon saine l'économie dans notre pays en cette période de crise sanitaire. Le second tiroir de l'émission, lui, sera consacré à l'actualité internationale. Vous le savez, c'est le 31 octobre prochain que la Côte d'Ivoire va organiser son élection présidentielle. 4 candidatures ont été rendues publiques par la commission électorale indépendante. Exit les candidatures de Guillaume Soro, mais également celle de l'ancien président ivoirien Laurent Koudou Gbagbo. Et pour développer ces deux actualités, je reçois dans ligne de mire Jonathan Ntutum-Ngom. Bonsoir, Jonathan Ntutum-Ngom. Bonsoir. Je rappelle que Jonathan Ntutum-Ngom, évidemment, est ancien ministre de la République. Il est universitaire, il est enseignant-chercheur à l'université Omar Bongo, spécialisé dans les questions de géopolitique et de géostratégie. Mais avant que d'entrer dans le vif du sujet avec mon invité de ce soir, je vous propose de revenir sur la déclaration prononcée il y a quelques heures par le procureur de la République, Aimé Patrick Ropona, au sujet de cette actualité relative donc à l'arrestation du maire de la capitale gabonaise. Après une enquête menée par la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire relativement à l'utilisation des finances et certains biens de la mairie de Libreville, monsieur le maire de la commune de Libreville et 5 de ses collaborateurs ont été déférés au parquet de la République hier, lundi 14 septembre 2020. Après exploitation des procès-verbaux d'enquête préliminaire par monsieur le procureur de la République, ce dernier demandait que monsieur le maire, qui jusque-là ne présentait aucun signe de maladie, rentrât dans son bureau. C'est alors que des voix s'élevaient dans les couloirs pour signaler un malaise dont était victime le maire. Immédiatement, le procureur de la République fit appel aux médecins militaires qui, sans désemparer, arrivaient sur les lieux quelque temps après. Et monsieur le maire était transporté en direction de l'hôpital militaire pour une prise en charge adéquate. Au bout de celle-ci, et d'une observation qui a duré 24 heures, un rapport médical présentant un état général normal a été établi. Lequel rapport médical est aussi accompagné d'une attestation de décharge signée de monsieur le maire qui s'est opposé à la pratique de certains examens sur sa personne. À la suite de ce qui précède, monsieur le maire a été déféré ce jour et un médecin l'a ausculté encore devant le procureur de la République avant son interrogatoire. Au cours du dit interrogatoire, monsieur le maire s'est exprimé clairement et sans difficulté particulière. Eu égard à tout ce qui précède, une information a été ouverte contre monsieur le maire, le chargé d'études près de l'inspecteur général municipal chargé du domaine public et monsieur l'inspecteur général des municipalités de la commune de Libreville pour des faits d'association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, extorsion de fonds, concussion, corruption passive, chantage, faux, usage de faux et complicité de faux tour à tour. Puis, les intéressés, après leur inculpation par le juge d'instruction, ont été placés sous mandat de dépôt, à l'exception de monsieur le chargé d'études qui, bien qu'étant inculpé, a été laissé en liberté provisoire. Signalons que des 6 personnes déférées, 3 ont été mises hors de cause pour défaut de charge. Je clôt mes propos en indiquant que les droits des mises en cause ont fait l'objet du respect le plus scrupuleux. Il n'y a pas eu d'acte de violence sur quiconque. Et l'état de santé de monsieur le maire continuera de faire l'objet d'une attention toute particulière. Je vous remercie.
Voilà, Jonathan Tontoungom, vous venez donc de suivre là la déclaration du procureur de la République près le tribunal de première instance de Libreville, M. Patrick Ropona, une déclaration qui a été donc prononcée il y a 48 heures de cela, au sujet donc de cette arrestation du maire de Libreville et de deux de ses collaborateurs, 11 chefs d'accusation qui pèsent donc sur ces trois personnalités de la mairie de Libreville. Comment vous réagissez justement par rapport à cette actualité? Bien, merci une fois de plus de m'inviter sur votre plateau ce soir pour essayer d'apporter des avis sur les questions de l'actualité de l'heure au Gabon. Concernant la vague d'arrestations qui a cours ce jour dans la capitale gabonaise, disons qu'il est difficile d'émettre des avis, sinon il est peut-être indécent de donner un avis sur une décision de justice. Encore faut-il savoir si la justice est déjà prononcée. Je pense qu'à mon entendement, les intéressés ont été placés sous mandat de dépôt en détention préventive. Et donc, en attendant que les enquêtes se poursuivent pour leur éventuel jugement. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que les plus hautes autorités de l'État donnent là le gage de leur combat, c'est-à-dire le président de la République s'était déjà exprimé là-dessus à plusieurs reprises que la main de la justice ne tremblera pas face aux effets délictueux commis aux actes délictueux commis par certains compatriotes qui ont en charge la gestion des deniers publics. Nous avons déjà eu l'opération Mamba. À l'époque, nous avions eu d'abord la première vague d'arrestation de ce qu'on a appelé au quartier les Acrombécy Boys. Et puis, il est arrivé la vague d'arrestation des compatriotes estampillés de la Gève. Et puis aujourd'hui, c'est la mairie centrale de Libreville qui voit plusieurs de ces hauts cas, dont le premier d'entre eux être placé en détention préventive pour des faits délictueux. Nul ne peut se gargariser du malheur des compatriotes lorsqu'ils font l'objet d'une arrestation parce que c'est un rendu coupable d'actes de détournement massif de deniers publics. Mais il faut que le chef de l'État, que sa parole soit respectée et puis que ce principe de séparation des pouvoirs aille jusqu'au bout. Je pense qu'ici, c'est la justice, le pouvoir judiciaire qui fait entendre parler de lui en agissant par rapport au rapport des enquêtes qui ont été menées jusque-là par des institutions compétentes, notamment le B2 et bien d'autres institutions de recherche, d'enquête. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que si le Gabon veut tenir le bon bout de sa gestion des affaires financières et surtout si le Gabon veut se donner une certaine crédibilité, comme vous l'aviez dit, auprès des institutions financières internationales, il va falloir donc que les compatriotes qui ont en charge la gestion des deniers publics fassent très attention parce qu'on se rend bien compte que certains ont pensé que le fait peut-être d'appartenir à l'écurie politique du chef de l'État et le fait, par exemple, de s'exprimer au nom du chef de l'État, même lorsqu'il n'a pas donné le quitus, pouvait les mettre à l'abri de tout acte délictueux. Or, aujourd'hui, on se rend compte que le président qui a décidé d'aller à l'encontre de la corruption, eh bien, ce qu'il a dit est en train d'être appliqué par la justice. Maintenant, il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette vague d'arrestation et surtout, il faut à un moment donné faire le bilan aussi parce que la justice est rendue au nom du peuple et le peuple est en droit de savoir quel est l'objectif visé véritablement dans ça. L'objectif officiel, c'est de lutter contre la corruption. Mais en même temps, il va falloir faire le bilan de ces vagues d'arrestation parce que, ceci dit en passant, nous avons déjà connu 3 vagues. La vague des Acrombécy Boys avec M. Dieudonné Ngoubou relâché sous liberté conditionnelle. Magloire Gambia, Dieudonné Gambia, et puis il y a eu aussi Blaise Wada. Ouais. Bon, aujourd'hui, Blaise Wada, je pense, laissé en liberté provisoire aussi, tout comme Dieudonné Ngoubou. Il reste M. Gambia, qui est toujours en prison, dont le jugement tarde à arriver.
il y a la vague de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, M. Brice Lacruche Alanga, M. Tony Ondomba, M. Renaud Alogo Akwe, M. Ndundangoy, qui sont encore en prison, et bien d'autres, Roger Mbaoun, et Grégory Lacruche, maire d'Akanda. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas la suite de leur arrestation, c'est-à-dire le jugement par les instances judiciaires. Et puis, il y a la troisième vague. Donc, je disais qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse donc le bilan de toutes ces arrestations-là et que la culpabilité de ces compatriotes soit établie pour qu'ils soient jugés. Avant de faire le bilan, Jonathan Totum-Ngom, on vient donc de retracer et puis faire une sorte de chronologie de ces vagues d'arrestations-là. Le constat qui est fait, évidemment, c'est que le président de la République, le gouvernement de la République qui fixe le cap en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, a commencé à nettoyer dans ces écuries. Est-ce que c'est une façon de donner un signal fort à l'endroit de l'opinion pour dire, ben voilà, on commence à nettoyer. Oui, je pense que c'est déjà un signal fort de la part du président de la République de voir plusieurs de ses collaborateurs être mis aux arrêts. Moi, je voudrais plutôt analyser la situation sous l'angle politique, c'est-à-dire d'abord, quelles sont les conséquences politiques que cela peut avoir. Et il est de notoriété d'interpeller ici deux entités. D'abord, l'entité morale qu'est le PDG, par exemple, le Parti démocratique gabonais, qui, dit en passant, c'est ce parti qui propose ses hauts cadres à des postes de responsabilité élevés. Autrement dit, le PDG ne peut pas garder le silence qui est le sien aujourd'hui. Il faut que ce parti s'exprime, si tant est que c'est ce parti, par exemple, au cours des élections, qui propose ses hauts cadres à des responsabilités. Et à partir du moment où, à chaque fois, les hauts cadres du PDG, les hauts cadres proposés par le PDG sont interpellés pour des faits de détournement. Ça veut donc dire que, est-ce que ça veut dire, je me pose la question, est-ce que ça veut dire que l'erreur de casting est devenue permanente au niveau du PDG, puisque à chaque fois qu'on propose des hauts cadres? Ceci dit, j'ai envie de vous rappeler que c'est quand même la première fois qu'on voit plus de 5 membres du gouvernement être interpellés pour des faits de corruption. Et je pense qu'à cette époque... C'est celui du PDG. Tony Ondomba n'est pas du Parti démocratique gabonais. Il est de la galaxie de la majorité présidentielle, mais il n'est pas du PDG. De la galaxie présidentielle. Oui, vous savez, à l'époque... Non, mais à l'époque, il faut dire qu'à l'époque, la distance était quasiment étroite entre certains partis, notamment la SDG, la REV, la GEV, disons, le SDG et puis le RV, et puis la puissante association AGEV. Mais en plus, donc, certains membres étaient... je veux vous rappeler que pour le cas de notre compatriote, de mon petit frère Tony Ondomba, il était sur la même liste à l'élection de Bitam. Son suppléant était du PDG. D'ailleurs, ça posait un problème. Oui, ça posait un problème. Moi, j'interpelle le Parti démocratique gabonais en tant qu'entité morale de la plupart de ses compatriotes qui sont placés en détention pour que ce parti s'exprime. Parce que c'est ce parti qui propose aux responsabilités de l'État certains de ses militants au cadre de ses rangs pour assumer les plus hautes charges de l'État. Et à partir du moment où, à chaque fois, ce sont ces cadres qui sont mis en cause, il faut que le PDG se remette en cause par rapport aux gens qu'il propose. Est-ce que ça voudrait dire que le casting au niveau du PDG est mauvais de manière permanente? Je me pose la question. Mais il y a aussi que ces compatriotes qui sont proposés à des postes de responsabilité ont derrière eux des mentors. Qui sont ces mentors qui les proposent à des postes de responsabilité? Y a-t-il des enquêtes de moralité qui sont effectuées avant que de faire confiance à ces compatriotes qui, aujourd'hui, sont jetés en pâture par la justice pour des faits délictueux? Mais en même temps, nous nous posons donc la question de savoir, à chaque fois, on parle de détournement massif. J'ai la faiblesse de croire qu'il n'y a pas une banque placée, par exemple, au niveau de la mairie ou au niveau de chaque entité. La banque de l'État, c'est le Trésor public, via le ministère du Budget. Quelle est la chaîne de décaissement qui est chargée, qui est à la tête de la chaîne de décaissement des sommes aussi importantes que celles qu'on annonce avoir été détournées? Je pense qu'il faut pousser plus loin les enquêtes. Qui sont ceux qui décaissent de l'argent? Parce que j'ai l'impression qu'on émet... Vous me laissez aller jusqu'au bout? Oui. Je pense, pour avoir assumé les responsabilités, l'autorité fait des engagements. Mais il appartient à la chaîne de décaissement de regarder si
les engagements respectent l'auteur des montants demandés, l'objet des montants demandés. Mais lorsqu'on parle déjà de plusieurs milliards de francs CFA, encore que dans ce pays, je n'entends même plus parler de centaines de mille ou de millions de francs, tout commence par l'unité du milliard. Mais lorsqu'on parle de milliards de francs CFA détournés par X ou Y, il faut bien qu'on se pose la question, a-t-il bénéficié d'une complicité dans la chaîne de décaissement de ces énormes sommes? Il faut pousser l'enquête jusqu'au bout. Mais je crois que le gouvernement est en train de s'atteler justement à pousser ces enquêtes jusqu'au bout pour qu'on ait une idée plus claire par rapport à, non seulement à la chaîne de responsabilité, mais également aux différentes accointances qui peuvent exister au niveau de l'administration. Mais on agit par, je suppose, on agit par palier. Oui, on agit par palier, voilà. Mais ça fait 3 vagues d'arrestation. On agit par palier, ça fait 3 vagues d'arrestation où on n'a pas en ligne de mire les responsabilités partagées au niveau de la chaîne de décaissement de ces énormes sommes. Sauf si on veut nous faire croire qu'il y a des dames-jeannes d'argent qui sont placées dans les bureaux de ces responsables-là où ils puisent. Mais lorsqu'on regarde bien l'orthodoxie financière, lorsqu'on regarde les principes de gestion financière dans notre pays, nous avons l'impression que la banque, disons l'État dispose d'une banque, qu'est le Trésor public. Jonathan Toutoum, vous venez de rappeler que vous étiez membre du gouvernement, évidemment, on le sait. Vous le savez également qu'aujourd'hui, le Gabon qui a signé ces accords avec les bailleurs de fonds internationaux, notamment le Fonds monétaire international, le FMI, pour la mise en place du plan de relance économique, a mis en place également des mécanismes pour pouvoir toiletter son économie. L'actuel ministre de l'économie et celui du budget ont d'ailleurs communiqué là-dessus. Donc il y a des mécanismes qui sont désormais mis en place pour avoir une idée plus précise. Mais évidemment que les résultats ne peuvent pas être aujourd'hui en un laps de temps visible. Mais vous êtes quand même d'accord qu'il y a cette volonté déjà affichée ayant pour objectif de couper le mal à la racine. Oui, je suis tout à fait d'accord. Vous savez, je me dois d'être solidaire de ce gouvernement auquel j'ai appartenu, mais en même temps, la foi n'enlève pas la réflexion. La foi ne devrait pas enlever la réflexion. Ça ne peut pas nous empêcher de se poser un certain nombre de questions lorsqu'on est face à un phénomène qui tend à se perpétuer et qu'à chaque fois, on nous fait état des compatriotes qui auraient détourné de fortes sommes d'argent. Et nous, on se pose la question, est-ce que ces enquêtes vont jusqu'au bout? Parce qu'il y a les bras séculiers, il y a les bras armés, il y a aussi des bras exécutants. Nous ne pouvons pas comprendre que des compatriotes détournent d'aussi fortes sommes d'argent sans qu'il n'y ait derrière des complicités, ne serait-ce que dans la chaîne la chaîne de décaissement de ces fonds. Est-ce que Démocratie Nouvelle propose par exemple que le Parlement se saisisse de l'affaire, mette en place des commissions d'enquête pour justement avoir une idée plus claire par rapport à ces différentes responsabilités? On sait que là, le maire, l'ancien maire d'Akanda, aujourd'hui séjourne en prison, Grégory Lacruche, celui de Libreville, l'ancien maire, séjourne désormais en prison, donc Léandre Zieu et certains de ses collaborateurs. On sait que l'actuel directeur général de la marine marchande, même l'ancien et un chargé d'études de cette administration, séjourne également en prison. Est-ce qu'il faut regarder dans toute l'administration justement pour essayer de voir les différentes ramifications qui peuvent exister? Vous voyez vous-même que ça commence à faire trop. Libreville, c'est 52% de la population du Gabon. Je me dis, dans la pratique, le maire de Libreville est presque au rang d'un premier ministre, à partir du moment où il officie à la tête de la plus grande commune urbaine du Gabon. 52% de la population. Ce n'est pas une moindre personnalité. Il y a la riche commune d'Akanda, dont le maire est aussi en prison aujourd'hui. Ça commence à faire trop, des directeurs généraux. Donc, à partir du moment où nous disons, c'est déjà un signe qui montre que les autorités, les plus hautes autorités aujourd'hui, veulent effectivement lutter ou bien sont en train de lutter contre la corruption. J'ai en souvenance la déclaration du ministre Nkeya lors des passations de services. Donc, à partir de ce moment-là, nous disons que c'est déjà des signes. C'est des signes effectifs que le Gabon doit se mettre en phase, veut se mettre en phase avec les exigences de la société financière internationale, notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Mais je dis, il ne faut pas qu'on s'arrête à si bon chemin. Il faut donner des gages qui
rassure le peuple que les opérations qui sont menées, effectivement, n'ont aucune connotation politique derrière, n'ont aucune connotation communautariste derrière. Parce qu'il y a quand même qu'une certaine opinion commence à se poser la question sur la nature de ceux qui sont mis aux arrêts aujourd'hui. Et pour que ça ne ressemble pas à une justice de mégaphone, il faut aller jusqu'au bout en faisant le bilan des premières arrestations, en rassurant le peuple, plus que la justice est rendue au nom du peuple et dont le président de la République est le patron du Conseil supérieur de la magistrature, au nom du peuple, parce que le président étant élu directement par le peuple, il représente donc le peuple dans les décisions de justice qui sont rendues. Et donc pour rassurer ce peuple, il faut aller jusqu'au bout. D'abord, en jugeant les prévenus, parce qu'on ne peut pas les maintenir en prison éternellement. Deux, en poussant les enquêtes beaucoup plus loin pour voir s'il n'y a pas des complicités derrière. Je continue de vous parler de la chaîne de décaissement qui est assez longue au niveau des instances financières nationales. Et à partir de ce moment-là, on donnera des garanties à la population que cette opération... Vous pensez qu'il peut y avoir des complicités, évidemment, dans cette chaîne de décaissement-là? C'est ce que vous voulez dire? Je pense que les gens ne peuvent pas... les différents maires qui sont en prison, les DG qui sont en prison, les chargés d'études qui sont aux arrêts, ne peuvent pas aller eux-mêmes personnellement ouvrir les caisses du Trésor et prendre l'argent qu'ils veulent, les montants qu'ils veulent pour en faire l'utilisation qui a été... Parce qu'on parle quand même de faux, usage de faux, parce qu'on parle quand même d'association de de faux, malfaiteurs. usage de faux. Et si on parle de corruption passive, ça veut dire qu'ils ont été passifs dans la corruption, mais qu'il y a des actifs. Si je suis bien les mots de monsieur le procureur, quand on parle de corruption passive, ils ne sont pas les seuls. Ils ont été passifs dans la corruption qui se déroule sous leurs yeux. Donc, corruption passive, donc, association de malfaiteurs. Donc, forcément, il y a d'autres acteurs. Mais ça peut être des marchés que la mairie a passés avec des tiers dans le cadre de partenariat public. Oui, je suis d'accord. Si la mairie passe des marchés de gré à gré avec certaines sociétés, mais qu'on interpelle ces sociétés pour vérifier aussi si les travaux pour lesquels ces sociétés ont eu des marchés de gré à gré ont été exécutés. Parce que notre pays souffre aussi de ces éléphants blancs où les sociétés encaissent de l'argent de l'État et ne vont pas au bout des travaux qui leur ont été confiés. À partir de là, ils sont coupables. Ils sont coupables d'avoir encaissé l'argent de l'État sans pour autant rendre les résultats pour lesquels ils ont eu ces deniers publics. À partir de ce moment-là, les enquêtes doivent se poursuivre. Mais je me disais que dès lors que ces enquêtes vont jusqu'au bout, dès lors que ceux qui sont placés en détention préventive sont jugés, au moins la population sera garantie, la population sera rassurée qu'effectivement ces enquêtes ou bien ces arrestations visent la lutte contre la corruption. Mais à défaut d'aller jusqu'au bout, on ouvre là la fenêtre à des interprétations diverses. Je peux vous dire qu'une certaine opinion, même si jusque-là n'est pas suivie, commence à se poser des questions si ces arrestations-là ne visent pas des membres d'une certaine communauté, des membres d'une certaine province. Oui, et ça peut prendre toutes les arrestations. Je n'encourage pas une telle opinion. Justement, est-ce que là, on n'est pas dans une forme de folklorisation de cette actualité? On a parlé de la première vague d'arrestations, ce qu'on a appelé les Akombesi Boys. Alors là-dedans... on a parlé de Magloire Gambia, on a parlé de Benjamin Goubou, on a parlé de Blaise Wada. Je n'ai jamais entendu une certaine opinion dire que la communauté des Vili de Mayumba a été montée au credo parce que Goubou était en prison, ou bien que l'Nzebi parce que Wada est en prison, ou bien que... Non, pourquoi aujourd'hui une certaine communauté, comme vous dites, et d'ailleurs c'est laquelle? Suivez mon regard. C'est à vous de suivre mon regard. Dites-nous, c'est laquelle? Non, mais hey, vous savez quand même que l'arrestation du ministre Doudangoy a fait du bruit à Franceville. Vous le savez qu'il y a eu des marches. Oui, mais ça c'était... Donc, ça veut dire qu'à un moment donné... C'était un fait isolé. En politique, nous sommes dans le domaine politique. Un coup d'épée dans l'eau, comme on dit. Non, monsieur. Non, monsieur. En politique, aucune information n'est un fait isolé. Aucune information n'est un fait isolé. Il n'y a pas d'acte anodin en politique.
même si ce sont Non, 5 personnes qui se deux, réunissent trois pour amis, dénoncer. trois parents d'alcool qui se sont Bon, réunis. mais ont voulu toujours donner est-il le qu'ils marteau, ont le fait, faire marcher. ils vont faire Il y a savoir rien de plus. leur opinion. C'était une tempête dans l'eau. Il n'y a rien d'extraordinaire. Pour l'instant, Il n'y a rien tempête dans l'eau. dans Donc moi je dis, ce qui a été fait. moi j'encourage des mesures qui sont prises. Parce que notre pays a tant souffert de ses compatriotes qui ont... Une tempête dans un verre d'eau, voulais-je dire. Je dis, non. La bonne expression, voilà. Oui, moi je suis parti de là. Mais je dis, la vague d'arrestation, ou bien les vagues d'arrestation qui ont lieu dans notre pays, sont un gage, sont une preuve de démonstration que nous devons lutter contre la corruption. Parce que notre pays a tant souffert des compatriotes qu'à un moment donné, pensent que le fait d'être placés à des postes de responsabilité, ils peuvent s'amuser avec les deniers publics qui devraient régler les problèmes de développement du pays. Aujourd'hui, le Gabon est en proie à un chômage élevé, notamment des jeunes en quête de leur premier emploi. On ne peut pas voir des compatriotes s'amuser avec des deniers publics pour en faire des deniers personnels. Ça, à ce niveau, personne ne peut être contre ces mesures. Mais il faut donc comprendre que les questions dont peut se poser l'opinion, c'est le fait qu'on aille au bout de ces enquêtes, qu'on fasse le bilan de ces enquêtes pour rassurer la population et que finalement on arrive aussi au jugement des compatriotes qui ne doivent pas être maintenus en prison ad vitam aeternam sans pour autant qu'on ne sache le sort qui leur est réservé vis-à-vis des actes délictueux qu'ils ont commis à l'endroit de la communauté. Jonathan Totomkom, on reste justement sur cette actualité relative à la mairie de Libreville. Léandre Joué, le maire de la capitale gabonaise, est désormais en prison. Donc, quid donc de la succession de Léandre Joué? On sait que le gouverneur de la province de l'Estuaire vient de rendre public un arrêté au fin de la constatation de la vacance de pouvoir à la tête de la mairie de Libreville. Selon vous, est-ce que les textes peuvent être appliqués en l'état? Ce serait le premier maire adjoint. On sait que le parti, enfin, on doit repartir justement à une élection donc, qui va le conseil municipal de Libreville se réunir et d'élire son maire. Il y a deux faits. Ouais. Le premier fait est un fait de droit. Effectivement, il faut qu'on procède à une nouvelle élection du président du conseil municipal de Libreville, avec les différents conseillers municipaux. Ça, c'est un fait de droit. Et chaque parti politique qui a des conseillers municipaux est libre de présenter un candidat. Libre de présenter un candidat, ça c'est un fait de droit. Mais il faut interroger la majorité des conseillers au conseil municipal de Libreville. Je pense que c'est le PDG et ses alliés. Donc tout naturellement, le prochain maire de Libreville devrait sortir des écuries du PDG. Mais il y a aussi des principes de gestion, enfin des principes de partage de pouvoir communautaire au niveau de la commune de Libreville. Je veux dire, on a souvent aussi assisté à l'application d'une loi non écrite où il y a une certaine rotation entre les deux principales communautés ethniques de la ville de Libreville, et notamment de l'Estuaire. D'un côté, les Fans, de l'autre côté, les Mpongwe. Souvent, c'est une loi non écrite, enfin, ce que j'ai observé jusque-là, ça peut être aussi votre observation, c'est que si ce mandat a été occupé par la communauté Mpongwe, le prochain mandat est occupé par la communauté. Et d'ailleurs, pour illustrer votre propos, l'ancien maire de la capitale, l'actuel Premier ministre Rose Osouka était de la communauté Mpongwe. Je pense que dans cette géopolitique interne, le terme me paraît impropre en tant que spécialiste des questions géopolitiques, mais le Gabon est un pays où la norme devient la faute et la faute devient la norme. On s'y habitue. Mais dans cette géopolitique interne au Gabon, c'est souvent on procède à l'alternance. Donc, je pense, à mon humble avis, qu'au-delà du fait de droit qui verrait l'élection d'un nouveau maire, je pense que le PDG pourrait respecter ce principe de loi non écrite qui veut que ce soit cette fois-ci le mandat des Fans. Et donc, il n'est pas surprenant que ce soit un conseiller municipal Fan qui accède, de l'Estuaire qui accède à la tête de la mairie de Libreville. Est-ce qu'au XXIe siècle, cette fameuse loi non écrite qui continue justement à faire le bonheur des communautés Mpongwe et Fan au niveau de la province de l'Estuaire, cette loi non écrite devrait continuer justement à être finalement la pierre angulaire de la désignation du maire de la principale ville du Gabon? C'est le principe adopté, le principe de partage de pouvoir adopté par nos pères fondateurs. C'est une loi non écrite, mais au nom
de la sauvegarde des équilibres géo-ethniques au niveau de la mairie de Libreville. Je ne sais pas qui a inventé ce principe, je ne sais pas pourquoi, mais je sais seulement que ça procède du principe de la sauvegarde des équilibres et du partage de pouvoir au niveau de la municipalité. On a quand même vu certains compatriotes qui sont issus des communautés autres que celles d'Mpongwe et de Fond de l'Estuaire qui ont fortement investi dans la capitale gabonaise. Je pense au général à la retraite Jean-Boniface Assélé, qui est l'un des rares hommes politiques gabonais à avoir des investissements qui profitent à la cité, on peut le dire ainsi, avec un grand lycée, le Sédhiou d'Abani, avec ses ouvertures des routes dans certains quartiers périphériques de Libreville comme Sameton ou à Bambouchine, avec certaines entreprises. Pourquoi est-ce que Jean-Boniface Assélé, qui a souvent réclamé, qui a souvent d'ailleurs voulu être maire de Libreville, ne pourrait pas être maire de la capitale gabonaise juste parce qu'il n'est pas en Mpongwe ou Fond de l'Estuaire? Comment est-ce qu'un jeune Gabonais aujourd'hui, cette nouvelle génération, devrait être en phase avec cette idée-là? Il faut donc poser la question aux partis qui sont représentés au conseil municipal. Pourquoi peut-être cette alliance, l'alliance par exemple CLR-PDG, pourquoi cette alliance? Parce qu'il faut déjà reconnaître que si M. Jean-Boniface Assélé n'avait pas apporté son soutien lors du dernier mandat au PDG, au PDG, ouais. Je pense que à la mairie de Libreville, le PDG aurait perdu la mairie à Libreville. Il suffisait que Jean-Boniface Assélé s'allie à des compatriotes qui revenaient de l'opposition comme Jean Yeguendo, que le PDG perdait la mairie de Libreville. Mais le CLR a toujours été un bon allié du PDG, donc il appartient au PDG, au CLR et à bien d'autres partis de la galaxie présidentielle de voir pourquoi on n'investirait pas un Jean-Boniface Assélé à la mairie de Libreville au regard de tout ce qu'il a pu réaliser dans la capitale gabonaise. Donc c'est d'abord une cuisine interne, mais je pense qu'à ce niveau aussi, il y a par exemple des voix, pas tout à fait officielles, mais qui pèsent lourd dans le choix des candidats à la municipalité de Libreville et qui s'appuient ou s'adossent sur ce sacro-saint principe de la rotation entre les deux plus grandes communautés de la province de l'Estuaire, notamment l'Infant et l'Mpongwe, pour respecter cette loi non écrite. Mais il n'est pas écrit au ciel que c'est forcément un Infant ou un Mpongwe qui doit occuper la tête de la municipalité de Libreville. Il s'agit d'une loi non écrite, comme on le dit, un principe de sauvegarde des équilibres dans cette province et par exemple une espèce de démocratie de partage au niveau de ces deux communautés à Libreville, parce qu'on estime que même si nous sommes ici aujourd'hui dans la ville de Libreville et dans la province de l'Estuaire, mais cette province a d'abord ses communautés d'origine ou d'autochtones, même si ça me paraît impropre de parler comme ça d'autochtones, mais ce sont les Fang et les Mpongwe. Alors, Jonathan Totomkom, avec ces vagues d'arrestations, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il peut avoir une forme de prise de conscience générale de la part des compatriotes, notamment ceux qui ont la responsabilité de la gestion de la vie publique? On sait que désormais, c'est la volonté manifeste affichée par les plus hautes autorités, que la justice semble plus avoir la main lourde pour pouvoir épingler les compatriotes indélicats. Est-ce que vous pensez que ça peut susciter une forme de remise en cause de ceux qui ont la responsabilité de la chose publique? Cette vague d'arrestations qui sévit depuis un temps au niveau de notre pays, notamment depuis la génération des Akrombesi Boys, jusqu'à Léandre Zieu, en passant par les compatriotes de la GEV, c'est non seulement un exemple à montrer à tous ceux qui accèdent aux responsabilités, mais aussi c'est une forme de dissuasion pour que ceux des compatriotes qui sont aux responsabilités aujourd'hui ne pensent pas que les deniers dont ils ont la charge de gérer soient leurs deniers personnels. Et je vous le disais tantôt que le pays a tant souffert de la gestion de nos compatriotes depuis l'époque d'Omar Bongo jusqu'à aujourd'hui. J'ai souvenance que Jean-Boniface Assélé avait déclaré qu'eux, ils ont volé avec des pelles et les autres volent avec des tractopelles. J'ai souvenance de la déclaration de Jean Yeguendo qui disait que nous avons volé, mais nous n'avons pas volé comme ça. Vous voyez que c'est assez grave. Des compatriotes
qui ont eu la gestion de la cité, qui ont eu la gestion de l'État, reconnaître publiquement qu'ils ont volé, mais ils n'ont pas volé comme les autres. Mais, diantre, chez nous les chrétiens, il n'y a pas de demi-péché. Un péché est un péché. Il n'y a pas de petits vols, il n'y a pas de grands vols. Lorsque vous vous rendez coupable d'un acte de vol, vous devriez être puni selon la loi. Encore faut-il qu'on prouve que vous avez volé et vous n'avez pas bénéficié de complicité pour cela. Il faut que la loi sévisse. Donc je pense que cette vague d'arrestation, s'il n'y a pas d'autre motivation derrière, est un exemple pour que d'autres compatriotes prennent conscience que nous sommes aux responsabilités pour servir le peuple et non se servir du peuple. Voilà, on va donc maintenant ouvrir le second tiroir de notre émission consacrée cette fois-ci à l'actualité internationale et de cette élection présidentielle qui sera organisée le 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire. 4 candidatures. Parmi les 4, aucune, pas de candidature de Guillaume Soro, même pas celle de Laurent Gbagbo. Vous êtes étonné? Ça vous a étonné, Jonathan Tontongo? Non, non, non. Je pense que vous et moi, nous discutons de l'actualité ouest-africaine depuis 3 ou 4 émissions ces derniers temps-ci. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne m'a pas étonné. Et d'ailleurs, je vous l'avais fait savoir que les pouvoirs feront tout, le pouvoir fera tout pour que les candidatures tant attendues de Laurent Gbagbo, de Guillaume Chikbafori Soro et de Blé Goudé ne soient pas retenues. À partir du moment où ils ont été non seulement jugés au niveau de la Cour internationale de justice, mais aussi ils ont subi des jugements en interne pour divers faits qui leur sont incriminés et qu'à partir de ces jugements par contumace, je ne voyais pas très bien comment est-ce que leur candidature pouvait prospérer. Mais toujours est-il que c'est un acte politique que les partisans de ces 3 Ivoiriens ont eu à poser. Ça a beaucoup plus été des actes politiques que des actes de droit. Parce qu'à partir du moment où vous avez déjà été jugé par contumace, vous n'avez pas bénéficié d'une grâce, vous avez donc un casier judiciaire et à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus éligible. Donc, je pense que tout a été bien planifié par le pouvoir d'Alassane Ouattara pour mettre à l'écart d'autres acteurs politiques ivoiriens et non des moindres. Donc vous estimez que le président de Côte d'Ivoire a volontairement mis des mécanismes pour empêcher certains de ses adversaires à concourir à cette élection présidentielle? Je pense que c'est ce qu'on appelle une stratégie politique. Est-ce que c'est Alassane Ouattara qui a mis ces mécanismes en place? Je ne pourrais pas le dire ainsi, mais toujours est-il qu'on sait comment se passe la désignation des membres du Conseil constitutionnel. On sait qu'à partir du moment où Guillaume Soro a démissionné du RHDP et qu'il a décidé de faire cavalier seul, il savait déjà que la machine serait mise en branle contre lui et la justice ivoirienne semble avoir des preuves des faits qui sont reprochés à Guillaume Soro. Mais vous savez que les preuves... Il a d'ailleurs certains de ses camarades de parti qui sont actuellement en prison. Lorsque vous n'êtes plus en odeur de sainteté avec un pouvoir, ce pouvoir est capable de vous fabriquer une affaire sur le dos et en fournir des preuves. Parce que on sait que Guillaume Soro est impliqué dans les différents coups d'État en Côte d'Ivoire depuis 2002. Mais pourquoi à cette époque, puisque lorsqu'il était encore l'allié de Alassane Dramane Ouattara, pourquoi à cette époque on n'a pas agité ses preuves pour le mettre en état d'arrestation alors qu'il a été Premier ministre, alors qu'il a été président de l'Assemblée nationale? Mais tant qu'il était en odeur de sainteté, tant qu'il était l'allié politique ou l'allié des coups d'État qui se sont opérés en Côte d'Ivoire contre Gbagbo Laurent, eh bien, Guillaume Soro était l'enfant de Ouattara qu'il appelait mon fils, sans pour autant qu'on brandisse ces preuves-là. Mais il a suffi que Guillaume Soro cherche une certaine démarcation politique vis-à-vis de son allié pour que finalement on brandisse les preuves de tout ce dont on l'accuse aujourd'hui. Moi, je dis que ça a été un mécanisme politique pour la mise à l'écart de ces acteurs aujourd'hui. Mais est-ce que pour autant, la mise à l'écart de Guillaume Chikbafori Soro, de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, est-ce que leur mise à l'écart va stabiliser la Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Tout comme je peux remettre en doute la facilitation de l'élection de M. Ouattara, parce que
on a quand même les scores, les statistiques de l'élection, de la dernière élection présidentielle en Côte d'Ivoire, où, grâce à l'apport des voix de Henri Konan Bédié, grâce du RHDP, à l'époque, non, PDCI, PDCI, mais grâce aussi à l'apport des voix des acteurs comme Tchakos Mabri, ben, Alassane Ouattara a eu du mal. Il n'est arrivé que deuxième au premier tour. Mais avec le départ de tous ces gens, est-ce que Ouattara, malgré les leviers de pouvoir dont il dispose, pourrait facilement se faire élire? J'émets des réserves. Mais toujours est-il que moi, le sujet essentiel, c'est la stabilité de la Côte d'Ivoire. Justement, quand on voit l'obstination aujourd'hui de Guillaume Soro qui s'est répandu sur les ondes d'une radio internationale où il continue justement à penser qu'il sera bel et bien candidat à cette élection présidentielle. Est-ce que vous pensez que c'est gage de la tenue d'une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire? L'élection présidentielle, si le président Ouattara s'obstine à vouloir faire organiser l'élection en novembre prochain, le 31 octobre, cette élection ne sera pas une élection apaisée, première chose. Deuxième chose... Pourquoi elle ne sera pas apaisée? Mais elle ne sera pas apaisée parce que même ceux dont les candidatures ont été retenues, notamment Pascal Affi-N'Guessan, Henri Konan Bédié et le parlementaire... Kwasi Kwadwo-Bertin, je crois. Voilà, Kwasi Kwadwo-Bertin, eux aussi, ils continuent de crier contre le troisième mandat d'Alassane Ouattara et demandent à ce que le Conseil constitutionnel annule la candidature de M. Ouattara. Donc à partir de ce moment-là, il y a 3 acteurs importants qui sont à l'extérieur. Il y a les 3 autres candidats retenus à l'intérieur, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas gage d'une élection apaisée. Vous savez, il y a déjà eu plus de 56 morts, rien que pour la contestation de la troisième candidature d'Alassane Ouattara, du troisième mandat d'Alassane Ouattara, on est à plus de 56 morts. Et à plus forte raison, lorsque cette élection pourrait se dérouler et qu'on déclare Ouattara vainqueur. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est que, remarquez quelque chose, Guillaume Soro est quand même en exil en France. Et la plupart du temps, lorsque on vous admet à l'exil dans un pays, ce pays vous impose un droit de réserve. Or, ce droit de réserve n'est pas imposé à Guillaume Soro. Il s'exprime au niveau des médias comme il veut, que ce soit au niveau de la presse écrite française qu'au niveau des médias en ligne et surtout au niveau des radios internationales, dont Radio France Internationale. Est-ce que ce n'est pas une manière pour le gouvernement français qui est d'ailleurs gêné par la candidature de Ouattara? Le gouvernement français qui s'exprime par des canaux officiels. Qui s'exprime par des canaux officiels, voilà. Mais qui laisse Soro dans son activisme politique en France. Est-ce que ce fait ne vous dit pas, ne vous renseigne pas sur quelque chose qui se prépare? Ça veut dire qu'on a Soro derrière et prêt à être sorti à tout moment si jamais Ouattara n'accédait pas à certaines exigences de la France. Parce qu'on n'a jamais vu un exilé politique s'exprimer aussi avec étant d'aisance. Qu'est-ce qui se prépare derrière? Et à partir de là, vous avez même des déclarations phares faites par Soro qui dit Ouattara ne sera jamais le prochain président de la Côte d'Ivoire et qu'il prépare son 3e combat pour la démocratie. Ça, ce sont des mots. Emmanuel Macron connaît qui est Guillaume Soro, on sait déjà ce qui se prépare. Emmanuel Macron a reçu récemment le président de la Côte d'Ivoire, Ouattara. Il semble que rien n'est filtré du tête-à-tête que les 2 chefs d'État ont eu. Est-ce que vous pensez que la France, qu'Emmanuel Macron serait prêt à lâcher Ouattara par rapport à la tenue de cette élection présidentielle, si vous estimez que la France est plus ou moins passive quant à l'activisme de Guillaume Soro sur le territoire français? Je pense que lorsqu'on regarde le jeu d'intérêt géopolitique et géostratégique, j'ai l'impression que Ouattara a été obligé de se remettre en selle pour un 3e mandat par rapport aux exigences de certains lobbies. Mais que ces lobbies ne veulent pas le laisser en chemin libre, ils sont obligés d'utiliser l'éventail Soro derrière pour que si Ouattara n'accède pas à certaines exigences des lobbies qui l'ont maintenu là, eh bien, ils sont prêts à brandir l'hypothèse Soro. Qui est brandir l'hypothèse Soro. Mais parce que je vous le dis, qu'un exilé politique à qui on impose des conditions de réserve, à qui on impose une certaine réserve, une certaine tenue, ne peut pas s'exprimer, ne peut pas mener une activité politique intense telle que Guillaume Soro le mène en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une bonne lecture, si on a une lecture relative,
On sait déjà ce qui se prépare en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une accélération des événements en Côte d'Ivoire, notamment que Guillaume Soro, par exemple, et que le jugement qui a été rendu sur lui soit levé. D'abord, il faut qu'il soit blanchi. La Cour des droits de l'homme en Afrique a donné raison à Soro, et d'ailleurs une publication a été faite là-dessus de la décision de la Cour des droits de l'homme de l'Union africaine, qui demande à ce que le pouvoir ivoirien disons, renonce aux mesures qui ont été prises à l'encontre de Guillaume Soro et qu'il retrouve, qu'il juge à nouveau de ses droits civils et politiques. Ça veut tout dire. Donc, à partir de ce moment-là, Guillaume Soro a fait publier cette décision de la Cour des droits de l'homme de l'Union africaine et il pourrait s'appuyer là-dessus pour mener d'autres activités en disant, à défaut d'accéder à mes droits civils et politiques par le droit tel que reconnu par la Cour des droits de l'homme de l'Union africaine, donc une instance reconnue par l'État ivoirien, puisque l'État ivoirien est signataire de la Charte de l'Union africaine. Mais Guillaume Soro pourrait brandir cela, qu'il y a eu violation de la loi de la part de l'État ivoirien, et face à une violation d'une loi et face aux lois uniques, lorsqu'une loi est injuste dans un pays, on se doit donc de la combattre. Il pourrait donc s'appuyer là-dessus. Dites-nous comment est-ce que Guillaume Soro ou Laurent Gbagbo peuvent-ils empêcher la tenue de la présidentielle en Côte d'Ivoire le 31 octobre prochain, sachant qu'ils sont hors de la Côte d'Ivoire? Non, ils ne peuvent pas empêcher la tenue de l'élection le 31 octobre prochain. Il y a deux voies. La première voie, selon moi, c'est qu'ils appellent à voter pour l'un des candidats opposés à Ouattara, notamment beaucoup plus Henri Konan Bédié, qui a déjà eu à rencontrer Gbagbo Alaye et à rencontrer Blé Goudé. Donc, les trois, Blé Goudé, Soro et Gbagbo, peuvent appeler leurs partisans à voter pour Henri Konan Bédié pour battre Ouattara. Ça, c'est d'un. De deux, il y a d'autres mécanismes que je ne voudrais pas évoquer ici, qui ne sont pas des mécanismes, de déstabilisation. Des mécanismes de déstabilisation. Et quand on sait qui est Soro, avec son background politique et son état de service pour la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que la CEDEAO, est-ce que vous pensez que la CEDEAO, que l'Union africaine, que l'Union européenne sont prêts justement à suivre Guillaume Soro sur ce chemin, celui de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire? Non, ils ne peuvent pas suivre Guillaume Soro de manière officielle. Mais à partir du moment où il y a un jugement rendu par la Cour des droits de l'homme de l'Union africaine, ça donne déjà, ça fait gage d'un soutien quelconque à Soro. Et à partir de ce moment-là, je pense que, je vous le dis, Guillaume Soro pourrait s'appuyer sur cette décision pour dire que c'est l'État actuel de Côte d'Ivoire qui est en violation de la loi par rapport aux recommandations de la Cour des droits de l'homme de l'Union africaine. Et à partir de là, il a donc des mains libres pour agir comme il a toujours fait depuis 2002. Et à partir de là, la déstabilisation de la Côte d'Ivoire est au bout. Est au bout. Ça, et je vous l'avais dit pour le Mali, je vous l'avais dit qu'à chaque fois que le peuple était en querelle avec un chef d'État au Mali, cette querelle entre le peuple et le président du Mali a bénéficié toujours aux militaires. Depuis Moussa Traoré, quand il a renversé le premier président de la République du Mali, et je vous l'avais dit, c'est la même chose. Lorsque Moussa Traoré a eu maille à partir avec le peuple malien pour demander la démocratisation en 1990, c'est Amadou Toumani Touré. Et à chaque fois, ce coup d'État qui se déroulait souvent un mardi. Je vous l'avais dit ici que les querelles actuelles entre le président Keïta au Mali et le peuple malien débouchera forcément par un coup d'État. Et c'est ce à quoi nous avons eu droit. Et je vous le dis aujourd'hui que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire ne sera pas du tout une élection apaisée. Et que si les autorités actuelles de la Côte d'Ivoire s'obstinent à organiser cette élection, malheureusement, les vieux démons que nous avons connus en Côte d'Ivoire depuis 2002 jusqu'à 2010 pourraient se réveiller. Et lorsque les acteurs de ces vieux démons sont pour la plupart à l'extérieur, d'un côté Guillaume Soro, Blé Goudé et Laurent Gbagbo, et plus en interne, avec l'alliance qui pourrait exister avec le PDCI de Henri Konan Bédié, j'ai peur que cette élection ne débouche sur une déstabilisation. On a un président en exercice en Côte d'Ivoire qui veut briguer
un troisième mandat donc Alassane Ouattara. Une liste de candidats qui a été rendue publique par la commission électorale. 4 candidatures, ni celle de Gbagbo, encore moins celle de Guillaume Kigbafori Soro. Selon vous, quelle est la marge de manœuvre d'Alassane Ouattara? La marge de manœuvre d'Alassane Pour Ouattara... éviter justement qu'il y ait cette déstabilisation de la Côte d'Ivoire ou qu'il y ait un nouvel embrasement dans le pays. La marge de manœuvre d'Alassane Ouattara, c'est il a les leviers de l'État ivoirien, il a les finances, il a un bilan économique qui parle en sa faveur. Selon les dernières statistiques, la Côte d'Ivoire devient le pays le plus riche d'Afrique de l'Ouest, avec un PIB par habitant qui va au-delà de 4 000 $ par habitant, devant le Nigeria. Bon, mais maintenant, il lui faut des leviers politiques. Des leviers politiques, il faut qu'il soit courageux, il faut qu'il se dote d'un courage. D'abord envers lui-même, il faut qu'il y ait un renoncement de soi. Mais il est candidat. Pour reconnaître, il est candidat. Oui, il est candidat, mais il faut qu'il ait un renoncement de soi. C'est-à-dire. Vous pensez que c'est possible d'ici le 31 octobre? Rien n'est impossible dans la vie d'un homme lorsqu'il veut sauver son pays. Rien n'est possible. Je ne lui demande pas de renoncer à sa candidature, mais je dis qu'il faut qu'il y ait un renoncement de soi. C'est qu'il reconnaisse la possibilité de faire rentrer en Côte d'Ivoire les autres compatriotes ivoiriens qui sont à l'extérieur du pays, discuter franchement avec eux pour que la Côte d'Ivoire retrouve le chemin de la paix. Ce chemin de la paix ne passe pas forcément par la présentation à cette élection de ces 3 acteurs. Mais ces 3 acteurs sont déterminants dans la stabilité de la Côte d'Ivoire ou bien dans la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ces 3 acteurs sont déterminants. Et c'est à ce niveau que nous faisons appel à la conscience de Ouattara que s'il aime vraiment la Côte d'Ivoire, il a tous les leviers pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire ne soit pas déstabilisée au lendemain de l'élection qu'il veut organiser. Et donc, de ce point de vue, il doit prendre langue avec ceux qui sont à l'extérieur, chercher à les faire revenir au pays tel que cela a commencé à fuiter au terme de l'entretien qu'il avait eu avec Macron. Donc, de ce point de vue, nous ne pouvons pas confirmer de manière officielle ici ces informations que nous avions eues, mais toujours est-il que je pense qu'il lui a été demandé d'accorder certaines facilitations pour le retour dans leur pays des 3 acteurs précités, notamment Guillaume Soro, Charles Blé Gaudy et Laurent Gbagbo. Sans pouvoir le faire, je ne vois pas la Côte d'Ivoire dormir du sommeil des justes au lendemain de cette élection du 31 octobre, si elle a lieu. C'était votre mot de fin, Jonathan Tontoum Ngom. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa. Nous avons donc débattu de 2 principales thématiques. La première, relative à l'actualité qui prévaut dans notre pays, au Gabon, et cette poursuite de la lutte contre la corruption avec l'arrestation du maire de Libreville, Léandre Zué. Le second tiroir, lui, était consacré donc à la présidentielle du 31 octobre prochain en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir regardés et bonne suite de programme sur Télé Africa.